La physiologie des hormones stéroïdiennes. Les glucocorticoïdes ont plusieurs effets. Leur principal effet, il est en relation avec les glucides. Il faut savoir que les principaux effets des glucocorticoïdes, c'est quoi? On lit avant, bien. Le grosso modo, les corticoïdes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont favoriser l'utilisation des protéines pour synthétiser des glucides. Ils vont favoriser l'utilisation des protéines pour synthétiser des glucides. Métabolique, protéolyse musculaire, lipolyse, néoglucogenèse, glycogénogenèse, métabolisme lipidique, redistribution des graisses, c'est la fameuse obésité cushingite. S'il vous plaît, les effets du cortisol. Le cortisol, tranquille, passez tranquille. Très bien. Les effets du cortisol, qu'est-ce qu'il va faire le cortisol? Le cortisol est un hyperglycémiant. Le cortisol est un hyperglycémiant. Il va favoriser la néoglucogenèse, la synthèse de nouveau de glucose. Mais il y a comme une contradiction qui n'est pas en fait une contradiction. Sur les protéines, qu'est-ce qu'il va faire? Il va favoriser la protéolyse, la dégradation des protéines pour avoir des acides aminés. Parmi ces acides aminés, il y a des acides aminés glucogènes, glucoformateurs ou bien glucogènes, il y a des acides aminés cétoformateurs. D'accord? Donc parmi ces acides aminés, il y a des acides aminés qui sont glucoformateurs, donc je vais les orienter vers la néoglucogenèse. Je détruis la protéine pour avoir des acides aminés. Les acides aminés vont servir pour la synthèse de glucose. Très bien. Au niveau des lipides, qu'est-ce qu'il va faire? Il va favoriser la lipolyse, la dégradation des lipides pour avoir des acides gras, pour avoir de l'acide pour qu'ils soient utilisés, mais aussi une redistribution des graisses. Je vais avoir une maigreur des extrémités avec une obésité facio-tronculaire. C'est caractéristique des syndromes cushingite, où j'ai un hypercorticisme. Une personne a un cortisol, on va se mettre au niveau facio-tronculaire avec une maigreur des extrémités. Il y a une redistribution des graisses. Très bien. C'est l'effet sur les lipides. L'effet le plus dangereux, c'est l'effet ostéoporotique ou bien l'effet d'ostéolyse. Les corticoïdes favorisent les ostéoclastes et la destruction de l'os. Quand une personne, notre maître assistante en hématologie, elle a reçu des mégadoses de corticoïdes pour sa leucémie, d'accord? La leucémie, d'accord? Pourquoi il faut faire très attention avec la prescription des corticoïdes qui sont très malheureusement prescrits à tort et à travers par les médecins et par certains pharmaciens. D'accord? Les corticoïdes, c'est très dangereux. Il faut éviter de prendre ou bien de prescrire des corticoïdes. D'accord? Sauf si extrême nécessité. Très bien. Donc, on a l'effet ostéolytique. Très bien. On a un effet diabétogène. Puisqu'ils sont en train de favoriser la néoglucogenèse, ils sont en train de favoriser la lipolyse, et cela, la quantité énergétique libre, les muscles vont utiliser les acides gras, puisqu'il y a une lipolyse, et le foie est en train de réaliser une néoglucogenèse. Donc, les corticoïdes sont des hormones diabétogènes. Ce sont des hormones diabétogènes. Une personne qui prend beaucoup de corticoïdes, elle va attraper le diabète. D'accord? Ce sont des hormones diabétogènes. Un autre effet des corticoïdes, c'est que les corticoïdes, comme on l'a dit ce matin, ils ont un effet minéralo-corticoïde. Ils vont agir au niveau des récepteurs de l'aldostérone et favoriser la réabsorption de NA+, et taux. À la vie, qui va être un corticoïde, donc on va être sucre. Pourquoi il ne faut pas qu'ils prennent du sucre? Parce qu'il est en train de réaliser la néoglucogenèse. Et pourquoi il ne faut pas qu'il prenne du sel? Parce qu'il est en train de réabsorber beaucoup plus de NA+, donc il doit diminuer son apport sodé, il doit diminuer son apport en sucre. Très bien. L'effet contradictoire des corticoïdes que je voulais partager avec vous, c'est l'activation, c'est l'activation de la glycogénogenèse. Ça vous paraît contradictoire puisque c'est une hormone hyperglycémique. Normalement, elle favorise la glycogénogenèse. Non, c'est faux. Elle favorise la glycogénogenèse. C'est important, ce n'est pas une faute. C'est-à-dire que vous devez la retenir. Pourquoi? Ça fait partie des effets à long terme. Les hormones de contre-régulation. J'ai l'insuline qui est hypoglycémiante au niveau du métabolisme des glucides.
j'ai l'insuline qui est hypoglycémiante et j'ai ce que j'appelle les hormones de contre-régulation. Les hormones de contre-régulation, c'est toutes les hormones qui provoquent des hyperglycémies. Le cortisol, l'adrénaline, les hormones thyroïdiennes, tout ça, c'est des hormones de contre-régulation. L'adrénaline, les hormones thyroïdiennes, c'est des hormones rapides. Le cortisol, il agit à long terme. Il agit à long terme. Quand je synthétise le cortisol, je suis en train de dire à mon organisme que tu as peu de stockage en glucides. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dégrader les protéines, il va dégrader les lipides pour en synthétiser du glucose par la néoglucogenèse. هذيك la néoglucogenèse, هذيك la quantité de sucre qu'il a synthétisé, c'est une partie qu'il utilise et une partie qu'il stocke sous forme de glycogène. Donc il dit, je dois agir maintenant, mais puisque je suis sécrété, c'est qu'il y a des hypoglycémies, donc je dois éviter d'éventuelles futures hypoglycémies. Donc il va stocker du glucose sous forme de glycogène et c'est pour cela que le cortisol stimule la glycogénogenèse. Le cortisol stimule la glycogénogenèse, mais ça n'a pas une glycogénogenèse qui est à l'insuline, une glycogénogenèse hypoglycémique. Non, c'est une glycogénogenèse qui est en train de se réaliser à partir de glucose néoformé, à partir de glucose dont il a lui-même stimulé la synthèse. Est-ce que c'est clair? Très bien. Donc vous avez vu le métabolisme des corticoïdes. Chatalain. C'est ce que je viens de citer. Hein. Stimulation de la glycogénogenèse. Je les ai réexpliqués. On ne sait jamais de faire l'explication. Vous allez la retrouver sur la diapo. Non. Oui. Comme une hormone de contre-régulation. Toutes les hormones thyroïdiennes, cortisol, elles agissent contre l'insuline. Parce qu'elle est puissante. Et l'insuline, tu n'es pas la néoglucogenèse. L'insuline, l'insuline stimule la glycolyse. Mais déjà la néoglucogenèse. Elle inhibe la néoglucogenèse, l'insuline. La glycogénogenèse, elle la stimule. Mais c'est de la glycogénogenèse hypoglycémiante اللي تجي في السكر من الدم وتستوكيه. على بالها تسمن اللي يديروا الانسولين كامل سمان parce qu'elle stimule la glycogénogenèse et elle stimule la lipogenèse. هنا le corticoïde il va stimuler la glycogénogenèse. Mais ça ce n'est pas une glycogénogenèse qui est réalisée à partir du glucose d'alimentation. C'est à partir du glucose qu'il a lui-même formé par la néoglucogenèse. D'accord? Très bien. Bien sûr, élimination du K+, action minéralocorticoïde, action diurétique, inhibe l'action de l'ADH. Il inhibe aussi l'action de l'ADH. Elle est bien ici, on enlever les diurétiques. Je suis dans l'ADH, vous avez étudié l'ADH. Vous avez dit, quels sont les inhibiteurs de l'ADH? On vous a cité le cortisol comme inhibiteur de l'ADH. Mais on vous a cité aussi le froid. Vous vous souvenez du froid? Ça, le quoi? Le froid inhibe l'ADH. Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Comment faire à la fin de la séance? Vous me la posez. كي تكون سخانة نعطشو ما فهمتش ومن بعد la question elle est claire. Pourquoi le froid inhibe l'ADH? l'ADH ماشي تاع لا ريابسوربسيون تاع الماء oui حتى كي يكونوا عطشانين à faire à la fin de la séance. Non. Allez, je vous réponds maintenant, s'il vous plaît. Non, بلا maintenant. هاي كي تكون حتى non. Pourquoi? La question pourquoi c'est je fais un rapport physiologique. Pourquoi l'ADH est inhibée, elle est stimulée par le froid. Elle est inhibée. Comme je t'ai dit, elle est inhibée. Elle est inhibée par le froid. Désolé, je me suis permis de m'asseoir. Ah, il est c'est pas chata. On appelle le hibba helwa. S'il vous plaît, allez, s'il vous plaît. Quand on a froid,
Yes, خلاص. Non. Le temps de réponse s'est écoulé. Haya, s'il vous plaît. Quand on a froid, on a besoin de réchauffer notre organisme. Et cela veut dire qu'on a besoin d'énergie. Les urines, elles ont quelle température? 37 degrés. Elles ont la température de notre organisme. Elles ont la même température que mon organisme. L'ADH est inhibé par le froid pour éliminer un maximum d'eau, pour diminuer la quantité d'eau à réchauffer. Pour sauvegarder l'énergie. Les urines, c'est du gaspillage de parce qu'on a des donc vous l'éliminez pour garder de l'énergie, pour réchauffer le reste de l'organisme. C'est intelligent, c'est la part de notre organisme. C'est bien. La pression ni la contraction musculaire ni rien d'autre. Allez, métabolisme phosphocalcique, on l'avait dit, le cortisol active les ostéoclastes, on avance. Sur l'estomac, action ulcérigène. S'il vous plaît, c'est quoi l'ulcère? L'ulcère, on parle de la maladie ulcéreuse de l'estomac, qui est une érosion de la paroi de l'estomac en rapport avec, vous allez étudier le cours, l'infection, d'accord, d'une certaine bactérie. Où sont la bactérie? Helicobacter pylori, d'accord, Helicobacter pylori. Et le monsieur qui l'a découvert, il y a une bactérie dans l'estomac, d'accord, comment une bactérie peut-elle résister à un tel pH? La fameuse histoire, il s'est infecté, il a mangé l'Helicobacter pylori, il a eu une gastrite, l'ulcère, pour prouver qu'il avait raison, et il a eu un prix Nobel. D'accord. D'accord. Très bien, très bien. Donc, pourquoi il est ulcérogène? Il faut savoir qu'il y a des molécules protectrices au niveau de l'estomac. Parce que l'estomac, comme vous avez vu dans la vidéo, c'est aussi une glande. C'est très désormais. Parmi les glandes protectrices de l'estomac, c'est les prostaglandines. Les prostaglandines sont des hormones protectrices de l'estomac. Le cortisol, il a un effet anti-inflammatoire. L'effet anti-inflammatoire du cortisol est exercé par l'inhibition des prostaglandines. Donc, en inhibant les prostaglandines, il va favoriser l'apparition d'ulcères. Il va favoriser, après, c'est l'apparition des ulcères. Vous allez voir en immunologie, d'accord, l'effet des AINS, l'inhibition de la prostaglandine, la voie lipo-oxygénase, cyclo-oxygénase, aspirine, d'accord, vous allez apprendre tout ça. Très bien, très bien. Minéralocorticoïdes, on a très bien expliqué cela ce matin, le transport antipas. Vous vous souvenez? Très bien, très bien. Les androgènes, les testicules ont deux fonctions complémentaires. On l'avait dit ce matin, une fonction endocrine qui est la synthèse de la testostérone, une fonction exocrine qui est la synthèse des cellules sexuelles. On avance. Ça va, hein? Action de la LH. Donc, les effets de la LH, je les avais cités ce matin. D'ailleurs, ils sont en train juste de citer les effets intracellulaires de la LH. Elle va stimuler la 20-22 desmolase, les hydroxylases, elle va stimuler aussi l'adressage du cholestérol. L'adressage du cholestérol, la mitochondrie, il entre à l'intérieur de la mitochondrie. D'accord? C'est des effets qui seront en relation avec le phénomène tel que. D'accord? Elle va aussi accroître la glycogénolyse, pour avoir de l'énergie. Parce que la synthèse, comme pour synthétiser un spermatozoïde, il faut beaucoup d'étapes. Il faut beaucoup d'étapes, la spermiogenèse qui lui permet de devenir mature, différenciée, ça nécessite de l'énergie. Donc non seulement elle va synthétiser les protéines qui vont favoriser l'apparition de ce spermatozoïde, de la testostérone et du spermatozoïde, mais elle va aussi lui procurer l'énergie nécessaire pour réaliser cette réaction. Regardez, elle va favoriser la synthèse du NADPH, du NADH. C'est quoi le NADH et le NADPH? C'est des donneurs d'hydrogène qui peuvent être utilisés soit comme cofacteurs dans des réactions enzymatiques, soit comme des donneurs d'hydrogène dans la phosphorylation oxydative pour synthétiser de l'ATP. Donc elle favorise et la présence de protéines et la présence d'énergie.
pour la synthèse de ces spermatozoïdes. Ah, transformation du cholestérol après une c'est la 22 desmodase. D'accord? Très bien. Action de la FSH dans la cellule de cerveau. On est en train de parler de l'homme. Hein. FSH, c'est la femme elle régule la première partie du cycle, la stimulation des follicules à partir du stade de follicules secondaires jusqu'au follicule de Graafi. Je fais tout à la sélection, la dominance, le cycle des ovaires polykystiques. Oh, c'est très bien. C'est très bien. Bien, sachez que c'est très important. La FSH, dans la cellule de Sertoli, augmente la sécrétion de la SHBP, Sex Hormone Binding Protein, homologue, qui va transporter la testostérone. Donc, la cellule de Sertoli, elle ne va pas synthétiser elle-même des hormones, elle va favoriser la spermatogenèse. Et en agissant comme une protéine, comme une cellule de nutrition, elle va nourrir ces cellules en cours de formation. Elle va aussi agir en tant que phagocyte. Elle va manger les débris cellulaires. Elle va aussi synthétiser l'inhibinolactébine. D'accord? Elle va aussi synthétiser les transporteurs de la testostérone. Mais elle ne synthétise pas elle-même la testostérone. Très bien, très bien. Action de la testostérone. C'est les effets au niveau chez le fœtus. C'est important. Hein. On va presque terminer. Je ne crois pas qu'on puisse terminer tout le cours. On a fait à peu près les 2/3, ou là les 3/4. L'essentiel, on avance. À quelle heure vous voulez qu'on arrête? Midi 20, midi. Aïe, tout. Sinon, le réfectoire, il va fermer. Je ne sais pas. Quand vous voulez qu'on arrête, on arrête. Si vous voulez qu'on continue la semaine prochaine, ça sera très proche, les examens. Non, je préfère pas. Alors, en tous les cas, je continue au moins midi 20. Midi 20, je pense que c'est... Non, on n'aura pas le temps. Normalement, si. La dernière fois, j'avais terminé à midi et demi. Je ne sais pas. Parce que je n'avais pas fait les étapes de synthèse à corps. نقرا لازلت طالبا مسكينا. On essaie de faire le maximum. ممكن نحرق ونقعد نقرا. واش كاين كور اليوم؟ نعم. On va voir, on va décider ensemble. بكل ديمقراطية وحرية في التعبير. D'accord. Allez, action de la testostérone. Donc la testostérone a plusieurs effets au niveau de la vie génitale, au niveau de la naissance, dans la phase prépubertaire. D'accord. On était La testostérone est transformée de façon irréversible par la 5-alpha réductase. Elle favorise le développement des canaux de Wolff. C'est très simple. Hein. Bon, allongement du pénis, fermeture du sinus urogénital, formation du scrotum. L'essentiel, c'est la formation de l'appareil génital. On est en train de parler des effets fœtaux de la testostérone. S'il vous plaît. Si je prends un fœtus, je ne lui mets aucune hormone, ni testostérone, ni AMH. Il va devenir une fille. Il va devenir d'accord. Il va devenir une fille. Normalement, nous sommes devenir des filles. Certains deviennent des garçons. On ne parle pas de filles au début, certains deviennent des garçons, c'est faux. C'est un fœtus indifférencié qui va se transformer en fille ou là en garçon. Les théories il faut les éviter. D'accord? Très bien. L'essentiel, c'est que l'effet exercé, il va modifier le fœtus en garçon. Vous pouvez sortir, bien sûr. Il va modifier le fœtus en... garçon. Il y a deux hormones qui vont agir. La testostérone et la AMH. S'il vous plaît, nous allons les apprendre ensemble. Il y a deux canaux. Il y a les canaux de Wolff et les canaux de Müller. Les canaux de Wolff ou les canaux de Müller. Ou quel deux hormones? La testostérone ou la AMH. La testostérone ou la AMH. D'accord? S'il y a la testostérone et la AMH, les canaux de Müller vont disparaître. Ou les canaux de Wolff.
où j'aurai un garçon. S'il n'y a pas de testostérone ni d'AMH, il y a le canon de Muller, mais quoi chez le canon de Wolff, et j'aurai une fille. J'ai deux hormones, l'AMH et la testostérone. J'ai combien d'hormones? Deux. L'AMH et la testostérone. Il est déjà, les canaux de Muller disparaissent. Il y aura les canaux de Wolff. Et j'aurai un garçon. Il est l'économie, la testostérone et l'AMH. Le canal de Muller va persister, le canal de Wolff va disparaître et j'aurai une fille. Le fœtus va se différencier en une fille. Très bien. Donc la testostérone, qu'est-ce qu'elle va faire? La testostérone et l'hormone de AMH, l'antimullérienne hormone, la testostérone va favoriser le développement des canaux de Wolff. Ou l'AMH, c'est antimullérienne hormone. Elle va favoriser la dégradation des canaux de Muller. J'ai un fœtus. Il reçoit deux hormones, la testostérone ou l'AMH. L'AMH, elle va s'opposer aux canaux de Muller. Donc elle va les faire disparaître. Les canaux de Wolff, la testostérone. Donc j'ai un fœtus, fait Muller-Wolff. L'AMH, elle va détruire les canaux de Muller. La testostérone, elle va favoriser le développement des canaux de Wolff. Si j'ai un fœtus, mais 10 l'AMH, donc les canaux de Muller peuvent continuer leur croissance, parce que l'AMH ne va pas les inhiber. Je n'ai pas de testostérone, les canaux de Wolff, mais quand je connais ici, ils ne vont pas croître, et donc c'est les canaux de Muller qui vont croître que j'aurai une fille. Donc, fœtus indifférencié, un Wolff ou un Muller. Il est déjà l'AMH ou testostérone. Testostérone, كبر Wolff ou travaille à la Muller. J'aurai un garçon. Il est déjà une zouj. Muller, il note. Wolff, il ne va pas pouvoir se développer parce qu'il a la testostérone. Et j'aurai une fille. C'est tout. Je dois les deux effets. La différenciation des ovaires ou des testicules. Oui, donc c'est les pathologies. L'hermaphrodisme, le pseudo-hermaphrodisme, on peut avoir malheureusement certaines anomalies. D'accord? On fait pathologie, on va essayer. Les hormones, mais. Chaque anomalie a sa raison. Même le SOPK, c'est un truc hormonal, mais qui a une élévation de la testostérone. D'accord? L'essentiel, si on a le temps de faire les pathologies, on essaie de les aborder, sinon on va les voir une autre fois. Le chromosome X porte le gène du récepteur des androgènes et le chromosome Y possède le gène SRY qui code pour une protéine qui s'appelle la TDF ou Testicle Determinating Factor. Donc c'est le Y qui favorise le développement des testicules et c'est les testicules qui sont responsables de la synthèse et de la testostérone et de l'AMH. C'est ce que j'étais en train de vous expliquer. C'est un gonade bipotentiel. L'ahmar c'est la fille, le zraq c'est le garçon. Soit j'ai de la testostérone et de leur MIS c'est l'AMH. MIS c'est l'AMH. Donc j'aurai un garçon. Soit je n'ai pas les deux. Ou maintenant comme female specific signals. Female specific signals. Donc on ne sait pas s'il y a vraiment des signaux féminins qui m'a l'AMH ou qui m'a la testostérone. On est en train de dire académiquement que c'est l'absence de l'AMH. Ça peut être qu'il y a aussi chez la femme des stimulus hormonaux féminins qui sont responsables du développement de l'appareil génital féminin. Et bien sûr, l'appareil génital masculin va se développer en appareil génital masculin avec prostate, voie génitale, verge, testicule. Et chez la femme, j'aurai des ovaires, des trompes, un utérus, un vagin et un appareil génital externe. Très bien. Action de la testostérone pendant les premiers 3 jours de la vie, c'est aussi une notion très importante. La testostérone, elle est présente à la naissance et elle va détruire l'action des LH. D'accord? Le cycle ultradien. Ultradien, quel âge? Responsable de l'activité LH cyclique chez la femme. Pardon, l'action LH menstruelle. D'accord? L'essentiel, elle va détruire cette organisation. Supposons que je cache la testostérone, ni à la naissance, qu'il y a un testostérone. Ça va être d'accord? Très bien. Donc c'est la testostérone à la naissance qui est responsable de la destruction de la régulation cyclique du LH.
Très bien. À la puberté, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ultradien. À la puberté, développement des caractères sexuels secondaires, développement des organes génitaux externes. C'est clair, avec à la puberté, qu'il y a des scores, qu'il y a même des scores où on évalue en pédiatrie, selon l'âge, l'apparition des caractères sexuels secondaires. Pour savoir si cette croissance, la croissance de cet enfant, elle est réalisée dans le sens qu'il faut. Les caractères sexuels secondaires, vous les connaissez, vous essayez de les apprendre dans vos cours. Je dois les apprendre, je dois les avoir à partir d'un certain âge. Chez la fille, entre 9 et 11 ans, la puberté du temps. Chez les garçons, un peu plus tard, entre 11 à 13 ans. 11 à 13 ans. 11 à 13 ans. Très bien. La fameuse adolescence, qui est un terme psychologique très mal limité, très mal défini, qui n'existait pas dans le temps et qui aujourd'hui explique beaucoup de choses inexplicables. D'accord, c'est un adolescent. On ne peut pas définir l'adolescence par une durée psychologique, par une durée chronologique. Kane, une 11 à 18 ans, vous n'êtes pas des adolescents. J'ai 18. Voilà, vous êtes des adultes. Très bien. Ça vous en allez? Elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Agit sur la spermatogenèse en agissant sur la composition chimique du plasma séminal qui sont riches en fructose et en citrate. Vous allez les voir en urologie, la composition du sperme, la composition des sécrétions féminines, etc. Ce n'est pas important. L'essentiel, ils ont des fonctions au cours de la vie fœtale. C'est quoi la fonction des organes sexuels au cours de la vie fœtale? C'est la détermination du sexe. Donc, attention. Il y a tout d'abord un sexe chromosomique, un sexe génétique, XY ou bien XX. Ensuite, il y a un sexe hormonal, testostérone et AMH, ou bien absence de C2. Ensuite, il y a un sexe anatomique qui commence à apparaître à la naissance et qui va se continuer à la puberté. Très bien. Très bien. Développement chez l'adulte, on est toujours en train de parler à l'adulte. À l'adulte, il y a bien sûr le contrôle de la libido, la pilosité, action anabolique, l'action de la fibrinolyse, c'est des effets physiologiques. La libido, c'est le désir sexuel, d'accord? Très bien. L'action des oestrogènes, développement des caractères sexuels primaires chez la femme. D'accord, l'utérus, le col, les seins, les os. Pour les os, les oestrogènes ont une action anti-ostéoporotique et un effet anti-athéromateux. C'est pour cela que la femme préménopausique, elle est protégée. Elle est protégée contre l'athérosclérose et la maladie cardiovasculaire grâce aux oestrogènes. Bonjour, vous allez bien? Grâce aux oestrogènes. Après la ménopause, parce qu'il y a elle devient au moins aussi touchée que l'homme. Donc les oestrogènes ont une action ostéoporotique, il faut surveiller la femme en post-ménopause, d'accord? Et les fractures chez la femme d'un certain âge, la femme vieille, sont beaucoup plus dangereuses que chez l'homme. Très bien. La progestérone, pour l'utérus, on a parlé du cycle utérin, la préparation à la grossesse, la phase progestative, c'était la progestérone qui était responsable de la maturation des glandes à glycogène, de la maturation des vaisseaux, etc. Elle diminue la contractilité du myomètre, je vous ai écrit menace. Bien sûr, vous pouvez. Donc, on a bientôt terminé ça. Allez. Ouais, allez, bravo à vous. Donc la menace, je vous ai écrit entre parenthèses, parce que oui, la progestérone c'est une hormone de la grossesse. Elle diminue la contractilité utérine, HHH, la chute des progestérones et l'augmentation du pic de l'ocytocine est responsable des contractions utérines qui sont responsables de l'accouchement. Quand une femme est en menace d'avortement ou bien de menace d'accouchement prématuré, on peut lui injecter de la progestérone, mais pas en longue durée et l'efficacité elle n'est pas très bien établie. D'accord, elle est bien d'être comme le code istifham. L'épaississement de la glaire cervicale, on en a parlé. Au niveau du sein, on a une action synergique avec l'œstrogène sur la mammogenèse, mais le développement des canaux galactophores, mais pas sur la synthèse lactée. S'il vous plaît, les œstrogènes et la progestérone au cours de la grossesse inhibent la prolactine.
La prolactine, c'est après l'accouchement, lorsqu'il y a une chute, lorsqu'il y a une délivrance et qu'il y a une chute de la progestérone et de l'œstrogène, que la prolactine peut réaliser cet effet et que je peux avoir, que la femme ayant accouché peut avoir des montées laiteuses. Ou des fois, chez les femmes enceintes au 3e trimestre, on peut remarquer des montées laiteuses lorsqu'il y a une diminution du taux de progestérone. Lorsque le taux de progestérone commence à diminuer et que l'effet inhibiteur de la progestérone sur la prolactine commence à être diminué. La prolactine est une hormone magnifique. Elle a plusieurs effets. Elle a un effet sur la synthèse lactée. Attention, par la sécrétion lactée. L'effet mécanique sur la sécrétion lactée est exercé par l'ocytocine. L'effet de la lactogénèse est exercé par la prolactine. La prolactine inhibe l'axe gonadique. Et c'est pour cela que c'est un très bon moyen de contraception. Un de la femme qui vient d'accoucher. Chez la femme qui est en retour de couche, elle a une contraception naturelle. Elle doit allaiter son enfant au moins 6 fois, pendant au moins 20 minutes, avec une alternance des deux seins. D'accord? Même si elle sent que ses seins ne ramènent pas de lait, c'est une fausse impression dans 80% des cas. D'accord? Donc vous devez encourager l'allaitement maternel. Un de vos principaux devoirs en tant que praticien de la santé devant votre société est de protéger l'allaitement maternel. L'allaitement maternel est un des phénomènes les plus bénéfiques, les plus magnifiques, les plus extraordinaires qui existent pour la vie d'un enfant et pour la vie d'une maman. Sans, pour autant, c'est très important, c'est pour cela que j'ai crié, sans culpabiliser la maman qui ne veut pas allaiter ou qui ne veut pas allaiter. D'accord, c'est très dangereux. Elle ne peut pas, elle a des fissures, elle a des fissurations. Il ne faut pas la culpabiliser, ça reste un choix personnel, mais qui protège contre beaucoup de maladies, et pour la maman et pour l'enfant. D'accord? Les allergies, les déficiences immunitaires, les maladies auto-immunes, tout ça, ça peut se prévenir par un bon allaitement maternel. D'accord? Donc c'était les 5 minutes de l'allaitement maternel de l'UNESCO. Très bien. Puberté, on en a parlé. Grossesse, kiff, parturition, le travail, on en a parlé. L'ocytocine, chute de la progestérone et des oestrogènes. La lactation, on vient d'en parler. D'accord, la contraception, la pilule du lendemain, la contraception d'urgence, c'est pas important, vous allez voir cela en gynécologie. L'essentiel, le but de la contraception, d'une contraception à effet central, une contraception à effet périphérique, l'essentiel c'est que les œstroprogestatifs vont agir pour inhiber le cycle et empêcher la survenue d'une grossesse. La ménopause et l'andropause, la ménopause se définit par un arrêt de l'activité génitale cyclique chez la femme entre 45 et 55 ans. Entre 45 et 55 ans. La ménopause est un phénomène très important aussi dans la vie génitale d'une femme qu'il faut prendre en charge comme il faut. Une femme en préménopause ou une femme en ménopause est à considérer avec la plus grande importance parce qu'elle peut avoir des troubles psychologiques, parce qu'elle peut avoir beaucoup de problèmes au niveau émotionnel. D'accord? C'est très difficile pour une femme et donc il faut l'accompagner au cours de cette phase. L'adolescence, oui, pas de moment ça accouche bien, mais la ménopause, non. D'accord? Certains disent l'inverse. Ah non, la ménopause, non. La ménopause, elle est là. La ménopause, on va voir. Non. Surtout à cet âge, à 45 ans, on commence, ou à 50 ans, on commence à se poser des questions. Ou des fois, c'est, allez-y. Le problème, c'est la société. Et voilà, donc, justement, c'est psychologique beaucoup plus. Oui, c'est ce dont je suis en train de parler. Oui, on ne peut pas la traiter comme pathologie. Ben si, pas comme pathologie ou pas des médicaments. Non, je vous parle des troubles comportementaux et psychologiques qu'on doit savoir expliquer par la ménopause. Donc, il faut savoir valoriser toute personne qui existe dans cet univers, elle existe par un coup de chance énorme, et donc elle a quelque chose à réaliser, et cette chose à réaliser, elle doit être faite. Personne n'est là pour rien. Chacun de nous existe pour une raison bien précise qu'il doit accomplir, un jour ou l'autre. Et vous devez apprendre à faire savoir
aux autres ce qu'ils ont pu réussir. Surtout quand on est dans la phase où une classe, la productivité تنقص لازم تبينوا نتوما لفو مامون ولا لفو بروش ولا لفو زيني encore لازم تبينوا لهم باللي نجحوا في حياتهم. Même si vous ne le pensez pas, il faut le penser et savoir trouver les bonnes raisons qui vous poussent à les vanter. D'accord? L'andropause, non. L'andropause, c'est une période qui n'est pas très bien expliquée, ni chronologiquement, ni autre. L'essentiel, à partir d'un certain âge, il n'a plus de testostérone comme il faut, il ne peut plus réaliser de musculation. Il a ce qu'on appelle un syndrome métabolique, la libido va diminuer, l'activité sexuelle va diminuer et il peut aussi vivre le blues. Mais ce n'est pas aussi brutal que la ménopause, oui, ça allait, et en 2 ou 3 ans, pas, il n'y a plus rien. L'andropause est dure. En 10 ans, ça commence à diminuer progressivement, donc on peut s'y habituer. La ménopause est confirmée par la baisse conjointe des oestrogènes et de la progestérone avec FSH et LH élevé. C'est très important dans le diagnostic de la ménopause. Pourquoi? Parce que je vous ai parlé des feedbacks. Quand on est à la ménopause, c'est un problème ovarien. C'est un problème au niveau des ovaires. Et donc il y aura une chute, les hormones synthétisées par les ovaires, il y aura un feedback positif. La chute des oestrogènes et de la progestérone va stimuler l'hypothalamus et l'hypophyse pour augmenter le taux de FSH et de LH pour stimuler les ovaires. Pourquoi vous ne travaillez plus? Donc il y aura des pics de FSH et de LH. Les hormones placentaires, on a principalement la HCG et la HPL. La HCG et la HPL ont des fonctions qui permettent de maintenir la grossesse. La HCG, elle va stimuler la progestérone et les oestrogènes et elle va jouer des rôles importants dans le métabolisme de la maman, dans le métabolisme du fœtus. La HPL, elle va synthétiser la lipogenèse, elle va parfois synthétiser la lipolyse, elle va favoriser le développement fœtal et c'est les deux. Les deux sont de bons indicateurs. Pourquoi vous les étudiez? La HPL, en tant que praticien, c'est un élément de bien-être fœtal. Je me dis que le fœtus va bien puisqu'il y a une synthèse assez importante du HPL, le placenta, il va bien. Donc les fonctions endocrinologiques du placenta vont bien, les fonctions de transport du placenta vont aussi très bien. Vous lisez les effets. D'accord? La progestérone, on en a parlé, on a presque terminé, je clôture. La progestérone, on en a parlé ce matin, les effets sur, oui. Durant la ménopause, les hormones surrénales cumulent. Bravo! Vous méritez un applaudissement. C'est pour cela que la femme ménopausée, qu'est-ce qu'on trouve chez la femme ménopausée? Des moustaches, des mots. Pourquoi? Parce que là, les petites androgènes qu'elle synthétise, au niveau de la surrénale, continuent à être sécrétés, ils vont prendre le dessus, oui, vous aurez quelques manifestations, je vais avoir un hirsutisme, comme je n'ai pas parlé des manifestations cliniques des ovaires polykystiques, l'essentiel, on pourra les aborder une autre fois. Oui, vous avez raison, ils vont continuer à apparaître et c'est surtout les androgènes, d'où les signes. Bravo. La progestérone, elle a un effet dans chaque cycle. On en a parlé dans le cycle menstruel. C'est pas la peine de les revoir. Les oestrogènes kiff. C'est l'effet on est en train de considérer le placenta comme une glande à part qui peut synthétiser elle-même ces hormones et qui peut transformer certaines hormones et qui peut permettre le transfert des hormones entre la maman et le fœtus. Vous voyez qu'ici, il y a un transfert d'hormones, d'accord, de la mère vers son fœtus. Les neurostéroïdes, vous aviez posé la question, certaines cellules nerveuses peuvent synthétiser des stéroïdes. Les stéroïdes, ils peuvent avoir des effets au niveau de l'hypothalamus, au niveau de l'hypophyse, et ils peuvent avoir des effets au niveau des cellules cérébrales elles-mêmes dans le comportement sexuel. Les neurostéroïdes, principalement la prégnénolone, la DIA et la progestérone, le terme de neurostéroïdes se réfère à leur lieu de synthèse. Très bien. On a terminé avec la physiologie.